Les industriels, par définition, ce sont des gens qui ont le moral, parce qu'ils ont l'habitude d'affronter les tempêtes, justement. Vous savez que notre industrie savoyarde et française en général est très exposée à la concurrence internationale, donc les tempêtes, on en a vu pas mal. Un petit point sur cette conjoncture. Comment va l'industrie savoyarde ? Écoutez, l'industrie savoyarde, elle a d'abord une chance, c'est qu'elle est très diversifiée, et elle continue à se diversifier, ce qui est très très important, parce que ça lui permet de gagner en résilience et en robustesse, justement, par rapport à ces météos internationales que vous évoquiez et que nous subissons, parce qu'effectivement, le ralentissement économique, on le sent très bien, y compris dans l'industrie savoyarde, bien sûr. Donc ça, c'est une première force, sa diversification. C'est aussi une industrie qui est très exportatrice. Ça, c'est une force également, parce que ça montre qu'elle est compétitive. Le meilleur signe de la compétitivité, c'est effectivement la capacité des industriels à gagner des parts de marché à l'étranger. Donc ça, c'est un signe également de vigueur. Et puis, on a, il faut le dire, une industrie savoyarde qui reste marquée par l'histoire. Le président Chevalier l'a dit tout à l'heure, notre industrie savoyarde reste quand même très marquée, plus vraiment dominée, mais en tout cas encore très marquée par l'industrie électro-intensive de nos vallées. C'est quand même cette industrie qui a structuré et qui structure encore le tissu industriel savoyard. Pour autant, quelques difficultés que vous rencontrez, oui, alors, principales ? Bien sûr, il y a des difficultés. Notre industrie électro-intensive souffre actuellement parce que le coût d'électricité augmente. Et elle souffre de façon différenciée. Il faut bien voir que certaines industries peuvent rester compétitives avec les prix d'électricité qui leur sont offerts aujourd'hui, et puis d'autres ne le peuvent plus. Et pour celles-là, et je pense en particulier à l'aluminium, il faut trouver des solutions différentes, parce que au prix actuel de l'électricité, vous savez que le prix de l'électricité en France a été largement re-réglementé. C'est un peu compliqué à expliquer, mais aujourd'hui c'est très largement re-réglementé, retarifé, et le tarif actuel qui est proposé ne permet pas à tous d'être compétitifs. Donc il y a effectivement là un enjeu très très important pour certaines industries électro-intensives savoyardes. Pas toutes, mais en tout cas certaines que j'évoquais tout à l'heure. Alors, il y a des solutions. On discute actuellement avec les différentes parties prenantes, avec le gouvernement, bien entendu, les parlementaires également. Il y a des solutions pour retrouver de la compétitivité sur le prix d'électricité, parce que le prix d'électricité, c'est un sujet extrêmement complexe, et il y a des propositions qui sont sur la table et qui sont en cours de discussion. Je crois qu'il ne faut jamais désespérer, ça fait partie de ce que je vous disais en introduction. Garder le moral. Il faut toujours garder le moral. La porte est parfois étroite, les solutions sont parfois difficilement eurocompatibles, comme on dit élégamment aujourd'hui, mais il y a des solutions. Nos confrères dans d'autres pays l'ont montré. Je donnerai juste un exemple. L'industrie électro-intensive allemande reste compétitive. Alors vous allez me dire comment ils font, parce que leur électricité est beaucoup plus chère qu'en France. Et bien pourtant, il y a encore en Allemagne une industrie électro-intensive compétitive. Il y a encore en Allemagne des producteurs d'aluminium. Donc c'est vous dire que même dans un contexte qui peut paraître difficile, avec un prix d'électricité élevé, il y a des solutions quand on se donne effectivement la peine d'étudier tous les leviers. C'est le thème de notre conférence aujourd'hui, les leviers de la compétitivité. Eh bien, il y a tout un tas de leviers qui peuvent être activés et qui le sont par nos voisins. Donc ce sont ces sujets-là qu'on est en train de travailler aujourd'hui. On a eu quand même un certain nombre d'industries historiques en Savoie qui ont fermé, ou qui ont réduit la voilure de façon importante. On les a tous en tête, bien entendu, ces électrolyses qui ont fermé il y a quelques années, ou qui ont réduit leur capacité, les autres, la Syrie, qui ont fermé complètement. Bon, c'est une histoire très très ancienne. Et le problème de cette histoire, c'est que ça a fragilisé le tissu industriel. Et donc le transport est un bon exemple de ce qu'il faut à tout prix, et ce sur quoi il faut à tout prix être vigilant, c'est l'effet château de cartes. L'industrie, pour pouvoir se développer, pour pouvoir innover, a besoin de vivre dans ce que j'appelle un écosystème industriel performant.
et compétitif. Et dans un écosystème industriel, il y a bien sûr tout le réseau de sous-traitance, et on a la chance en Savoie d'avoir encore un réseau de sous-traitance et de compétences qui est vivace et qui continue à se développer, mais c'est un réseau qui est très fragile. Donc on a un réseau de sous-traitants fragile, et il faut prendre bien garde à ce que les donneurs d'ordre restent en nombre suffisant, avec une activité suffisante pour pouvoir faire vivre, alimenter ce réseau de sous-traitance. Et puis le deuxième exemple que je prendrais, c'est effectivement le transport ferroviaire de fret. On a un transport ferroviaire de voyageurs, tout le monde le sait, qui est particulièrement important, en particulier l'hiver, et qui fonctionne très bien, mais on a un transport de fret ferroviaire qui a beaucoup de difficultés, parce que tout le monde comprend bien que pour justifier d'une organisation de fret ferroviaire en Savoie, il faut qu'il y ait un volume de transport de fret suffisant, et les gros volumes de transport de fret sont apportés par les grands donneurs d'ordre du département, et en particulier l'industrie lourde, l'industrie historique, l'industrie de nos vallées. Et donc le rétrécissement du périmètre industriel de ces industries conduit à une fragilisation des infrastructures de fret ferroviaire, et conduit à un désengagement progressif de l'activité fret ferroviaire, et en particulier de fret SNCF, de notre département. Et il y a deux exemples très précis. Il y a quelques années, fret SNCF a fermé toute son activité marchandise à Albertville. Elle a rapatrié sur Saint-Jean-de-Maurienne. Donc vous voyez aujourd'hui la difficulté et tous les risques qui pèsent sur cette activité de fret ferroviaire. S'il y avait à nouveau une fermeture d'un grand donneur d'ordre, comme par exemple Rio Tinto Alcan à Saint-Jean-de-Maurienne, ça serait une fragilisation supplémentaire de cette infrastructure de fret ferroviaire, un éventuel désengagement également de fret SNCF sur cette plateforme de Saint-Jean-de-Maurienne, avec des conséquences extrêmement graves sur la compétitivité des donneurs d'ordre restants. Parce que le transport ferroviaire, c'est pour nos industries de vallée le seul mode de transport qui permet de rester compétitif malgré l'éloignement lié à notre position en fin de vallée. Donc c'est très important de maintenir contre vents et marées ces infrastructures-là. Au niveau de la compétitivité, on essaye de regarder quels sont les plus et les moins de l'industrie, de notre industrie savoyarde. Nous avions effectivement, alors je ne sais pas si c'est un hasard de la table ronde, nous sommes deux électro-intensifs avec Bruno Gastide. Nous avions un gros avantage, c'était effectivement le coût de l'énergie. Le coût de l'énergie, donc lié à l'industrie hydraulique. L'autre avantage qu'a mentionné le président Chevalier, c'était effectivement le know-how et la capacité technique de nos entreprises. Celle-ci, on ne pourra pas nous l'enlever, et nous sommes toujours, je crois, parmi les leaders, toutes classes confondues. Le problème qu'a abordé Bruno Gastine, effectivement, le problème de la logistique est important. Et bon, excusez-moi de revenir toujours sur ce que les industriels disent ou citent, c'est le problème des coûts salariaux. Un opérateur chez nous sur la fabrication du silicium, donc le même produit dans les mêmes conditions, gagne en France et en Espagne exactement la même chose. En gros, 35 000 € par an. Quand on ramène ça au coût de l'heure, en France, le coût de l'heure, c'est 45 €. En Espagne, c'est 30. La priorité à l'emploi et à l'économie et au développement économique est une des priorités essentielles qu'a d'ailleurs formulé le président du Conseil régional Rhône-Alpes, Jean-Jacques Kéran. Et cela se traduit par diverses actions. Alors, une des premières actions, je reviendrai après par rapport à ce que disait le président Chevalier sur la richesse de l'homme, qui me paraît être la première des actions qu'on doit faire. Mais en même temps, je voudrais quand même rappeler quelques chiffres. Au niveau de la région Rhône-Alpes, par exemple, nous aidons de manière très importante les entreprises, surtout les laboratoires de recherche. Et je cite un exemple parce que nous allons le passer à la commission permanente de début octobre, un exemple qui intéresse de près le sénateur Vial. Nous allons, par exemple, la région va donner 2 400 000 € à Ines sur une plateforme liée à la nanosécurité. On aide aussi, par exemple, beaucoup le tourisme. Et nous sommes dans la vallée de la Maurienne. Moi, je pilote le contrat territorial emploi-formation sur cette vallée. Le président le disait, il y a l'industrie et le tourisme. Bien, par exemple, nous étions, il y a quelques jours en arrière, avec le
conseiller régional Christian Rochette au Carélis, où nous allons donner 300 000 € d'aide pour les rénovations des centres de vacances. Donc on voit bien que la région a mis aussi, avec les chambres de commerce et d'industrie, par exemple, en place un hub financier pour permettre aux entreprises de trouver de la finance, parce qu'on se rend bien compte quand même que l'aspect financier est quelque chose de primordial pour les entreprises. Or, par rapport à tout ce qui a été dit, je pourrais citer d'autres exemples d'aides qu'on a, et puis y compris, j'irai sur les transports. Alors bien sûr, nous militons pour Lyon-Turin, je le dis d'ailleurs, d'autant plus sous le contrôle de Bernadette Laclais, qui était il y a quelques semaines en arrière première vice-présidente en charge de ce dossier. Sur Lyon-Turin, la région Rhône-Alpes est largement moteur sur cet aspect des choses. Et la région Rhône-Alpes, quand nous prenons position, nous disons aussi qu'il faut absolument qu'on rééquilibre les modes de transport. Parce que, comme vous le disiez, le ferroviaire, s'il veut être compétitif, il faut aussi qu'au niveau des autres modes, on arrive aussi à rentrer quelques coûts qui sont supportés par la collectivité. Donc on le voit bien là, toutes les actions que peut avoir le Conseil régional Rhône-Alpes. Sur les différents sujets qui ont été abordés concernant, entre autres, la partie des coûts salariaux. Alors, on cite souvent les coûts salariaux les plus faibles, mais je prends par exemple d'autres coûts salariaux qui sont plus hauts que nous. Monsieur disait par rapport aux Allemands, les Allemands ils sont bien mieux, mais je pense que ce qu'il y a aussi, et c'est là où la région Rhône-Alpes intervient, tout ce qui est l'environnement aussi autour des entreprises. C'est-à-dire que il y a la partie transport, il y a la partie qui est en charge par les élus, il y a les écoles, les crèches, si on veut, et on le voit bien en Maurienne, faire venir des cadres ou faire venir un certain nombre de gens, ils regardent aussi comment, autour d'eux, il y a comment je fais garder mes gosses, quel emploi va avoir mon époux ou mon épouse. Donc c'est quel environnement j'ai pour permettre aux entreprises de venir dans la vallée. Et donc, y compris, l'autre partie que nous tenons beaucoup au niveau de la région Rhône-Alpes, c'est la partie humaine. Si on veut avoir des gens qui sont qualifiés, et en Vallée de la Maurienne, on a besoin de gens qualifiés, des entreprises cherchent, il faut absolument qu'on aille à la fois sur les aspects formation, les écoles aussi, les lycées, mais aussi qu'on se dise comment est-ce qu'on arrive à faire en sorte de sécuriser les parcours professionnels. On en parle beaucoup, c'est un des dossiers que le gouvernement a mis sur la table pour la fin de l'année, mais c'est un des dossiers que traite depuis très longtemps le Conseil régional Rhône-Alpes. D'ailleurs, nous avons formalisé en Rhône-Alpes un accord, l'État, la région, les partenaires sociaux, sur des sécurisations de parcours. Nous allons mettre en place des plateformes de sécurisation. D'ailleurs, la première qui a été mise en place, c'est sur la Savoie, avec le CIPC qui était la structure porteuse. Et cette plateforme de sécurisation va permettre, justement, quand l'entreprise a des difficultés ou commence à avoir des difficultés, former ou faire autre chose plutôt que de licencier. Justement pour permettre, au moment où ça va mieux aller, vous avez tout à fait raison, je suis comme vous, je suis un optimiste et j'espère que ça va repartir, mais si on s'est débarrassé, comme vous l'aviez dit pour la SNCF, mais si on s'est débarrassé de notre richesse humaine dans l'entreprise, au moment du redémarrage, c'est plus compliqué parce qu'on n'a pas les hommes qu'il faut, et puis il faut remettre en route des tas de processus de formation, alors que le carnet de commande, on voit bien, à la fois il peut disparaître très vite, mais il peut aussi revenir très vite. Donc cette plateforme de sécurisation, c'est ce que nous allons mettre en place, j'irai au niveau de la Savoie, avec la direction du travail et puis avec les partenaires sociaux. Puis, si vous permettez, je terminerai, j'irai juste sur une chose. Vous parlez de compétitivité des entreprises. C'est certainement vrai, j'irai au-dehors de notre frontière. Mais moi, je crois beaucoup aussi à la complémentarité des entreprises. Nous avons, sous la houlette de Maurienne Expansion et la région Finance, mis en place des groupes de RH, c'est-à-dire que des directeurs d'entreprise, des directeurs de relations humaines, se rencontrent de manière très régulière pour parler à la fois des problématiques qu'ils rencontrent dans le cadre des gestions de contrat de travail, mais aussi pour parler de leurs produits. Et on s'est rendu compte en Maurienne que quand on faisait discuter les entrepreneurs entre eux, ils disaient « Ah, tout compte fait, dis donc, j'allais chercher tel sous-traitant informatique à Lyon, je vois qu'il y en a un en Maurienne, ça vaut peut-être le coup de le faire revenir en Maurienne. » Et cette complémentarité d'entreprise sur une zone territoriale bien définie permet de se rendre beaucoup plus fort et d'être beaucoup plus compétitif quand on va vendre des produits, j'irai à l'extérieur, et y compris permettre de faire du développement durable. Et moi, je crois beaucoup à cette complémentarité, j'irai qu'il y a des entreprises sur un territoire. Et ces commissaires au redressement productif ont été mis en place par le ministre Montebourg dans le contexte d'une crise notamment médiatique, et pas forcément complètement économique, mais en tout cas médiatique très forte autour de l'industrie, qui a nécessité de mettre en place ce que j'appellerais un peu des mesures d'urgence, mesures qui existaient pour les entreprises de plus de 400 personnes au niveau national, mais il n'y avait rien de très structuré pour les moins de 400. Et donc la demande qui est faite par le ministre au commissaire, c'est, je dirais, de réarmer l'État, de réarmer un ensemble de dispositifs qui ont souvent été activés pendant la crise de 2008-2009, puis qui sont tombés un petit peu en désuétude suivant les endroits, pour les mettre au service des entreprises de moins de 400. Au-delà de ça, je pense que ce qu'il y a à retenir sur le redressement productif, c'est en fait la notion d'industrie.
C'est-à-dire que c'est vraiment le retour en force de l'industrie, à la fois sur un côté défensif, mais aussi sur un côté offensif. Comment on peut accompagner le développement des entreprises, celles qui ont des projets. Il est très important, je pense, dans un contexte qui est compliqué, un contexte d'incertitude fort, d'envoyer un message positif sur l'industrie, de dire au grand public, ben non, l'industrie, c'est pas que des plans sociaux qu'on essaye d'éviter, c'est aussi des projets de développement, c'est aussi de la réindustrialisation, c'est aussi de la création d'emplois. Donc, le commissaire au redressement productif, je dirais, son rôle, c'est d'intervenir auprès des entreprises qui en ont besoin, donc qu'elles soient en difficulté ou qu'elles aient un projet qu'elles n'arrivent pas à mener, chaque fois que c'est utile, c'est-à-dire chaque fois que l'intervention de l'État apporte une valeur ajoutée. Donc on s'appuie bien sûr sur les dispositifs existants, je ne rentrerai pas dans le détail, les CCSF, les CODEFI, etc. Et après, on fait, j'ai envie de dire, tout et n'importe quoi à partir du moment où c'est utile. Donc on accompagne parfois les entreprises dans une relation un peu compliquée avec un donneur d'ordre, un client qui ne veut pas payer ou qui rechigne à ci ou à ça. On accompagne les administrateurs judiciaires pour favoriser des projets de reprise d'entreprises qui sont en liquidation. On aide les entreprises à trouver des fonds propres, à un changeant d'actionnaire quand un actionnaire veut sortir. On accompagne aussi sur les relations avec l'administration. Donc tout type de choses qui peut être utile pour l'entreprise et qui peut l'aider à résoudre un problème que, naturellement, elle n'est pas forcément à même de résoudre toute seule. Comme la région est très importante en taille et en poids industriel, on a mis en place un ensemble de correspondants départementaux. Donc en l'occurrence en Savoie, c'est via l'unité territoriale de la DIRECT, Direction régionale des entreprises, la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. On a mis en place une adresse mail qui est assez compliquée, mais que vous trouverez sur le site internet de la DIRECT et qu'on relève régulièrement. Et surtout, j'ai envie de dire, on s'appuie sur tous les réseaux existants. Donc je pense en Savoie, Savoie Sauvegarde notamment, mais ça peut être également le conseil de la CCI. Enfin, tout interlocuteur en qui le chef d'entreprise a confiance et vers qui il peut se tourner pour exposer son problème est susceptible d'être un relais vers le commissaire au redressement productif. Le plus important, parce que c'est vraiment ça l'élément clé, le facteur clé de succès, c'est d'intervenir tôt. C'est-à-dire que plus l'ensemble des acteurs publics qui peuvent accompagner l'entreprise, dont le commissaire, mais pas que lui, sont au courant tôt des difficultés, plus on peut agir facilement. Voilà, donc je pense que le message principal, c'est de dire... si vous sentez que ça va mal et que ça risque de vous dépasser, n'hésitez pas à faire appel à quelqu'un en qui vous avez confiance, qui pourra traiter votre sujet en toute confidentialité. Il relaiera, il remontera jusqu'à moi s'il y en a besoin, il n'y a pas de problème. Mais surtout, ne restez pas tout seul avec des difficultés qui vont que empirer et qu'on n'arrivera plus à résoudre lorsqu'on sera vraiment à la dernière minute.